Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de la Ondine. Effectivement, ça fait très longtemps qu'elle est laissée à l'abandon sur la chaîne, mais cette chaîne n'est pas uniquement dédiée à la moto, ça fait partie des véhicules que j'ai dans le garage, donc on va s'y réintéresser. Avec l'été et avec les grosses chaleurs qu'on a en ce moment, le problème principal bien connu des propriétaires d'anciennes, que ce soit d'anciennes voitures, d'anciennes motos, bref, d'anciennes mécaniques, c'est le Vaporlock. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne qui en parle, mais c'était il y a genre 107 ans, donc n'allez pas la regarder, c'était les débuts de la chaîne, donc ça a très probablement mal vieilli. Et surtout, dans la vidéo qui sortira prochainement, j'essaierai de résoudre, encore une fois de manière définitive, même si c'est pas très simple, le problème de Vaporlock que j'ai sur cette voiture, via ça. Donc bon, c'est écrit en chinois, vous l'avez peut-être compris, donc effectivement c'est pas tout à fait officiel, mais j'essaierai de résoudre ce problème de Vaporlock. Et donc pour résoudre le problème, c'est bien de l'identifier et de savoir de quoi on parle. Donc cette vidéo est faite pour ça. Attention, je précise, cette vidéo ne s'adresse pas seulement aux propriétaires ou aux passionnés d'anciennes mécaniques, d'anciennes machines, parce que eux, bon bah ils connaissent souvent ce genre de problème. Cette vidéo va être dédiée, comme d'habitude, à tout le monde. Je vais expliquer pour les néophytes, mais aussi un peu après, pour les confirmer, expliquer vraiment quel est ce problème et comment essayer de s'en débarrasser. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce Vaporlock ou le blocage de vapeur, si on essaie de le traduire à peu près de manière littérale? Et bien globalement, c'est un problème d'alimentation de votre moteur en essence. Le problème principal va se situer au niveau de l'essence et pour être le plus flou possible, votre essence ne va pas arriver à votre moteur. On va reprendre les bases sur comment fonctionne un moteur pour que ce soit limpide. Un moteur thermique, comme celui-ci, fonctionne avec une compression et un allumage. Un moteur à combustion. La combustion, il y a un triangle de feu qui existe, voilà, en secourisme ou ce genre de choses, ça existe et il est juste là. Dans votre moteur thermique, du coup, vous allez avoir l'essence qu'on va enflammer, mais on va pas enflammer que l'essence. En réalité, on va enflammer un mélange d'air et d'essence pour que notre combustion soit la meilleure possible pour le fonctionnement du moteur. Sur un moteur essence, c'est assez simple à comprendre. On a de l'essence qui arrive, ça se mélange à de l'air, la bougie d'allumage vient allumer, boum, une force, impeccable, le moteur tourne. C'est comme ça que ça fonctionne dans les très grandes lignes. Ce rapport air et essence, il est très important. Et aujourd'hui encore, vos véhicules fonctionnent avec un rapport qu'on appelle stoichiométrique. Celui-là, il fait du mal, je vous l'accorde. C'est simplement un dosage air-essence. Le rapport stoichiométrique va dépendre de chacun de vos véhicules. Et si vous êtes allé un petit peu à l'école, vous savez que l'air, bah ça n'existe pas vraiment en fait. L'air est constitué de plusieurs gaz en fonction de la température. Certains gaz sont plus denses ou moins présents dans une même quantité d'air et tout le problème est là. Effectivement, du coup, sur ces vieux moteurs, on n'a pas d'injection. C'est un carburateur qui est juste sous ça, là. Le truc noir, c'est le filtre à air que vous retrouvez toujours sur vos voitures modernes. Et vous allez avoir un système d'essence. Le système d'essence parcourt tout le compartiment moteur. Il est donc soumis à toute la chaleur du moteur. Vous avez peut-être jamais mis les mains dans un moteur bouillant. Les vieux moteurs n'ont pas de protection thermique, n'ont pas de grosses gaines qui les protègent, et c'est un bloc en fonte, pas en aluminium. C'est-à-dire que la fonte va vraiment chauffer, se dilater, toute la carrosserie qui est autour va elle aussi chauffer, et donc faire passer de l'essence dans un tuyau fait que votre essence va chauffer. Ce qui nous amène au Vaporlock. Le problème, c'est que votre essence bout avant d'arriver à votre moteur, à votre carburateur plus précisément. Le carburateur, la petite pièce qui est là-dessous, il y aura des gros plans, ne vous en faites pas, c'est la pièce qui va servir à faire ce fameux mélange air et essence. Vous avez le filtre à air au-dessus, le carburateur en dessous qui va aspirer de l'air et votre essence arrive et mélangée et ça c'est envoyé au moteur pour que les bougies y mettent le feu. Si votre essence n'arrive pas à votre carburateur ou qu'elle arrive mal,
votre moteur ne tournera pas ou tournera mal. C'est là tout le problème du vapor lock. C'est une gestion de la température par rapport à l'essence. Pour être encore une fois le plus flou, votre essence bout dans les conduites et pas dans le moteur. Donc, soit elle n'arrive pas du tout dans le moteur, et là-bas, c'est simple, vous allez caler, le moteur va s'arrêter. Soit elle arrive, mais pas comme il faudrait, et comme c'est un carburateur, il ne va pas ajuster en permanence comme on le ferait maintenant avec une injection moderne. Le débit d'air reste toujours le même pour le même débit d'essence. Si l'essence arrive moins bien, à cause de la chaleur, à cause d'un encrassement, à cause de... peu importe, votre moteur fonctionnera en dégradé. Et ça, c'est un vrai problème. Avant de parler des vrais effets sur votre moteur, il faut aussi comprendre que ce n'est pas à confondre avec la température moteur. Ça n'a rien à voir. Même si c'est étroitement lié, ça n'a rien à voir. La température moteur, c'est en réalité une sonde qui est prise dans votre bloc moteur et qui vous indique soit la température de l'huile, soit la température du liquide de refroidissement pour vous donner une température moteur approximative. Là, c'est l'essence qui monte trop en température. De nos jours, le problème pourrait être réglé de plein de façons différentes. Mais si on veut rester fidèle à l'origine, si on veut avoir un chemin d'alimentation d'essence à peu près fidèle à l'origine, on peut pas mettre tout ça en œuvre. Qu'est-ce que fait le vapor lock sur votre moteur du coup? Eh bien dans le pire des cas, ce vapor lock va simplement couper l'alimentation d'essence à votre moteur parce que votre essence sera déjà évaporée avant même d'arriver dans le bloc. Donc là, votre moteur n'étant plus alimenté en essence, il va s'arrêter. Et si il est alimenté de manière éparse en essence, il va fonctionner en dégradé, soit en donnant de gros à-coups, soit en perdant de la puissance, soit, et c'est pour moi le pire des cas, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle de la pétarade dans le jargon des anciennes, quand la voiture, attention imitation, fait blablabla. Voilà. Ça, pour moi, c'est le pire des cas. Parce que vous allez avoir, du coup, une espèce de combustion à ce niveau-là dans le carburateur et ça va moucheter partout de l'essence en ébullition mélangée à de l'huile. Et vous le savez peut-être aussi bien que moi, l'essence, c'est très inflammable. Donc, on n'a pas envie d'avoir de l'essence partout dans le compartiment moteur qui est brûlant. Ça, pour moi, c'est le pire des cas. Donc, il faut réussir à s'en protéger de ce vapor lock. Maintenant, vous avez compris ce que ça peut faire. Une autre question très intéressante, avant de passer à comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça n'arrive plus, on pourrait se poser la question, pourquoi ça n'arrivait pas avant? Alors, je n'ai pas envie de passer pour un gros con en vous disant que c'était mieux avant, mais en tout cas, c'était plus adapté avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, si le vapor lock est devenu un vrai problème gênant, ça existait à l'époque, mais c'était gérable. Et tout vient de l'essence. Le moteur n'a pas changé, l'alimentation n'a pas changé, il est toujours en 6 volts, le bloc est d'origine, tout est d'origine, sauf le carburant qu'on met dedans qui lui est moderne. Et donc, tout vient de l'essence. L'essence qui aujourd'hui n'a pas la même richesse qu'avant et donc forcément provoque des problèmes qu'on n'avait pas avant. Tout ça, vous l'aurez compris, c'est encore une fois lié à une histoire de normes. Un moteur à carburateur, ça consomme beaucoup et surtout ça pollue beaucoup. Parce que pour être sûr que votre moteur ne s'abîme pas en tournant trop pauvre en essence, c'est-à-dire avec pas assez d'essence dans une combustion, avec une mauvaise combustion, on préfère à défaut en mettre un peu plus, le faire tourner riche comme on appelle, pas trop riche parce qu'après on va le noyer, tout ça sont des termes que vous avez peut-être déjà entendus, que je vous explique maintenant, mais du coup on essaie de faire tourner votre moteur assez riche, c'est-à-dire qu'on va injecter un petit peu plus d'essence que ce votre moteur a réellement besoin pour qu'il tourne à peu près bien tout le temps. Parce que l'autre problème, c'est que votre moteur à froid, il est dans une certaine configuration et à chaud, il est dans une autre configuration. Mais votre carburateur et votre essence, elles arrivent de la même façon à gérer la même chose sans s'adapter à la température. C'est là qu'on voit qu'on n'a plus ce problème-là sur des véhicules modernes parce que justement, de manière moderne, avec une injection, un calculateur et plein de sondes dans tous les sens, votre injection va se dire, alors, il fait 15 degrés, j'envoie tant d'essence. Ah, il fait 30 degrés, j'envoie tant d'essence.
il fait 90 degrés, j'envoie tant d'essence. Le véhicule s'adapte, entre guillemets. Bon, dans les années 60, on s'adaptait pas. Et du coup, les essences dans les années 60 étaient plus riches, plus grasses pour provoquer des combustions efficaces. Aujourd'hui, on met des gaz légers dans nos essences. Je m'explique. Dans nos essences modernes, on retrouve la trace de butane, de pentane ou encore, et vous l'avez probablement déjà entendu, d'éthanol. Et ces gaz n'ont pas la même particularité physique, concrète, que de l'essence. Ils ont pour but d'améliorer la combustion, de la rendre plus facile, en rendant l'essence plus volatile, avec un point d'ébullition plus bas. C'est-à-dire, l'essence n'a pas besoin d'être très haute en température pour avoir une combustion qui est parfaite. Le problème, c'est que là-dessus, on a de grosses températures. Rendre l'essence plus volatile fait que l'essence va se volatiliser avant d'arriver dans le moteur. Tout s'explique. Pour que vous puissiez mieux comprendre, du coup, je vais vous faire le petit schéma de l'essence avec les différents points, histoire que vous puissiez identifier d'où vient à peu près quoi et comment ça fonctionne. Donc, nous avons juste là derrière une durite en cuivre, en métal directement, le tout petit morceau là de cuivre. C'est par là que votre essence arrive de votre réservoir. Ensuite, personnellement, donc j'ai installé un filtre à essence, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de filtre interne, enfin si, il y en a un là-dedans, mais bref, histoire de protéger mon moteur, j'ai installé un filtre à essence, une poire d'amorçage, encore une fois, pour laisser la pompe tranquille, et alors, effectivement, j'aurais pu faire mieux ça, de manière un peu plus propre, mais c'est très fonctionnel. Et derrière, l'essence arrive ici, passe dans la pompe qui, comme vous pouvez le voir, a un petit clapet, et en fait, donc, c'est juste un système de membrane pour amener l'essence manuellement, gaver votre moteur manuellement quand il est capricieux. Votre essence repasse par ici. Je l'ai fait passer au plus près du ventilateur pour essayer de refroidir un peu. Et ensuite, arrive directement sous le filtre à air au niveau de ce fameux carburateur. Et c'est là-dedans que vous allez avoir votre fameux mélange air-essence qui ensuite sera distribué là-dedans pour aller à votre moteur ici. Et vos bougies qui sont juste là, 1, 2, 3 et 4, enflammeront ici le mélange. Mais du coup, si on regarde bien, bon, déjà, l'essence a beaucoup de chemin à parcourir. Et à partir d'ici, on est sur de la fonte. Et vous avez du coup le mélange air-essence qui est fait pour être enflammé. Ça y est, il est sorti du carburateur. Donc là, vous avez votre mélange parfait qui passe dans un système fonte qui est, lui, bouillant. Et le problème est là. Votre essence chauffe beaucoup trop sur tout le trajet. La pompe qui est juste ici, vous ne pourrez pas le voir malheureusement, mais c'est une pompe avec un doigt qui est pris directement dans le moteur. À chaque tour de moteur, ce doigt va venir travailler et va venir pomper l'essence. Je n'ai pas de système de pompe à haute pression dans ce système d'essence. Ma pompe à essence, c'est ça, et elle est actionnée directement par le moteur. Comme il y a un effort physique, lui aussi chauffe beaucoup. Donc l'essence arrive là, elle est à peu près froide, là ça chauffe beaucoup, elle est à peu près refroidie, là elle chauffe beaucoup, et là elle chauffe énormément. Et tout le problème vient de cette dernière phase où elle, en fait, je pense qu'elle bout ici, que mon mélange s'enflamme ici, et pas là. Donc on a déjà réussi à limiter un bon passage, parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais ces gaines ont l'air toutes bizarres. Effectivement, ce ne sont pas des gaines d'origine, ce sont des gaines dans lesquelles j'ai fait passer mes durites d'essence. C'est vraiment, hop, vous pourrez peut-être le voir ici, là j'ai la durite d'essence et la gaine qui est juste derrière. Ce sont des gaines isolantes qui sont utilisées en compétition, justement, pour limiter la température. Le problème, c'est que le seul ventilateur de la voiture est là, et lui ne sert pas à refroidir efficacement toute l'essence. Voilà pourquoi est-ce que j'ai ce problème de chauffe à cet endroit-là. Vous l'aurez peut-être entendu ou vous l'aurez peut-être compris, j'ai parlé beaucoup de la pompe à essence parce qu'elle aussi, elle a un rôle qui est très important. Effectivement, les durites arrivent directement dessus, elle est soumise à un effort mécanique, pas électrique, donc elle va chauffer de par l'effort mécanique et elle est collée au moteur. Donc elle fait déjà partie du premier point de chauffe qu'on a dans le système d'essence. Effectivement, sur une voiture qui aurait été modifiée, on peut mettre une pompe à injection directement dans le réservoir d'essence et de l'essence qui arriverait injectée, donc avec une certaine force, serait poussée dans le moteur et n'aurait pas le temps de stagner.
La Ondine, et surtout ce système d'essence, est particulièrement sensible à ce genre de choses, le vapor lock, parce qu'il n'y a pas de retour de carburant, donc de l'essence pourrait stagner à certains endroits quand elle n'est pas utilisée. Je pense par exemple à la cuve du carburateur qui, une fois qu'elle est pleine, elle ne sert à rien, entre guillemets, le débit se fait sans traverser la cuve, et qui, avec les grosses températures, la cuve va se mettre elle aussi à bouillir. Et c'est là qu'on va voir par le filtre à air sortir de l'essence, et c'est là qu'on voit toutes les marques que j'ai du coup sur le capot lorsqu'il est fermé, le coffre. C'est là que tout sort. Le filtre à air est lui plongé dans un bain d'huile. À l'ancienne, encore une fois, c'est comme ça, c'est un filtre avec un treillage métallique qui baigne dans un bain d'huile pour que toutes les aspérités baignent dans l'huile et soient captées par la grille. Encore une fois, le but c'est éviter que quelque chose rentre directement dans le carburateur, qui est une mécanique très précise et très sensible. Et donc, lorsque l'essence va bouillir dans le carburateur, elle va me faire pousser toute cette huile, qui est là aussi très chaude, partout. Donc ça peut être vraiment dangereux pour vous, pour le moteur, bref pour tout le monde. Le vapor lock, c'est une vraie saloperie. Que faire en cas de vapor lock, du coup? Parce que, bon, une fois qu'on a identifié le problème, on sait que c'est un problème de chauffe qui dégrade le moteur. On peut pas demander à la canicule d'arrêter d'être caniculaire, donc la seule chose à faire, c'est de ne pas rouler ou de laisser son moteur refroidir. Il existe plusieurs techniques pour le refroidir, le chiffon humide, ce genre de choses. Je suis pas trop fan. Pour moi, le refroidissement, c'est à l'air libre, naturel, ça va rien abîmer. Là où si on fait un choc thermique avec de l'eau, quelque chose d'humide, je le déconseille fortement. Donc admettons que votre voiture est trop chaude, que vous entendez blablabla parce que ici ça boue, clairement. Vous la coupez, vous éteignez, et le mieux, c'est d'attendre qu'elle refroidisse. Mais c'est pas sûr qu'elle reparte même une fois froide. Parce que du coup, vous aurez de l'essence qui sera arrivée partout, vous aurez peut-être vidé la cuve de votre carburateur, vous aurez complètement désamorcé votre moteur. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai installé une poire de gavage sur le côté de la voiture. Ça me permet de réamorcer à chaque fois mon moteur en essence. Il existe encore d'autres techniques, les gaines que j'ai installées en surépaisseur de mes durites d'essence pour justement limiter la chauffe de l'essence dans son passage de durite. Ça marche en fonction de la température, en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez. On va refaire un petit débrief sur comment refroidir son moteur quand on roule, parce que du coup, effectivement, la Ondine n'est pas connue de tout le monde. Je vous présente du coup la face avant de la Ondine. Le conducteur va s'asseoir ici, et le moteur, le moteur, il est derrière. Et comment on refroidit un moteur qui est derrière, sachant que la voiture avance dans ce sens-là, donc le vent dans ce sens-là, c'est les petites ouïes qui sont juste ici, en fait. Ça, ce sont les entrées d'air du moteur. Elles vont du coup parcourir l'intérieur de la voiture pour venir aller récupérer directement le ventilateur. Sauf que je vous ai dit tout à l'heure que c'était un bloc fonte, que ça chauffait énormément, et vous êtes en train de me dire que ça, là, ça va refroidir tout ça. Vous allez aussi avoir une technique très simple, ça va être de rouler avec un capot, comme ceci, un peu ouvert, pour favoriser justement la circulation de l'air. Et parmi toutes ces techniques que j'ai essayées, le capot ouvert, j'ai pas encore essayé parce que j'ai pas envie de le dénaturer en faisant des écopes ou des ouvertures. Et surtout, j'ai pas encore fait de système pour pouvoir vraiment le positionner ouvert et rouler avec, parce que les efforts, c'est une tôle, voilà. C'est une tôle comme ça, voilà, ça fait ça. Donc imaginez que je roule comme ceci à 80 km/h, la tôle va prendre des efforts dans tous les sens et va se déformer. Donc, avant de rouler avec le coffre ouvert, il va falloir faire quelques modifications pour être sûr d'avoir un point d'ancrage solide qui ne casse pas la malle arrière. Ça serait vraiment dommage. Ceci, du coup, c'est un rouleau d'isolant thermique. J'ai eu l'idée, c'est vrai, en m'inspirant des véhicules qui sortent dans les pays où il fait chaud. Par exemple, l'Amérique du Sud, où les Renault, Ondine, Dauphine, etc. ont été produites jusqu'à très longtemps après la France. Et effectivement, souvent, ils avaient recours à ce genre de choses. On voit aussi ce genre de dispositif sur les échappements de motos pour éviter qu'on vienne se brûler ou qu'on vienne avoir des problèmes d'alimentation d'essence et de vapor lock. Normalement, c'est fait pour. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? En fait, du coup, c'est un ruban, pas du tout adhésif, qui est fait d'une maille qui va garder la température comme un isolant thermique. Globalement, c'est la laine de verre que vous mettez dans votre maison.
C'est-à-dire que ça va éviter à la température extérieure d'influer votre température à vous, et surtout, ça va éviter à votre température intérieure de se barrer à l'extérieur. En théorie, et il faudra que je le teste évidemment, en théorie, ça devrait isoler mon système fonte, donc mon système d'échappement et d'alimentation d'essence avec ce fameux rapport, ça devrait l'isoler un minimum pour éviter qu'il ne chauffe de trop. Parce que l'un des derniers soucis auxquels je vous ai pas forcément sensibilisé, c'est la proximité entre l'admission et l'échappement sur ce moteur. Et oui, en effet, l'alimentation et l'échappement sur ce moteur sont très proches. Alors, je vais pas refaire le schéma là, c'est pas sorcier avec les petits bruits, mais du coup, vous l'aurez compris, votre alimentation se fait par ici. Là, ce morceau de fonte là. Ça va exploser ici, ça va brûler ici, faire la combustion à ce niveau-là, et ça va s'échapper par là. Admission, échappement. Admission, échappement. Admission, échappement. L'admission ne chauffe pas, elle. Alors, un petit peu fatalement, parce qu'on fait circuler de l'essence, de l'air, donc en soi, comme il y a quelque chose qui se déplace dedans, ça peut chauffer un peu. Mais c'est ça qui chauffe. La combustion d'un moteur peut aller, dans certains cas, jusqu'à 700 degrés. Alors, pas pour des moteurs comme ça, mais du coup, c'est de ces morceaux de fonte là que viennent toute la chaleur de l'échappement, qui part ensuite sous le carburateur pour partir. Encore une fois, admission, échappement. Admission, échappement. La proximité entre les deux fait que votre admission prend la température de l'échappement trop vite, trop facilement. Et donc, vous avez un emballement de température au niveau de votre essence. Le problème n'est pas très compliqué, la solution beaucoup plus. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'espère, au travers de cette vidéo qui est, je pense, un peu plus claire et un peu plus complète que celle que j'avais fait avant sur la chaîne. Le Vaporlock, c'est toujours un problème d'actualité et j'ai envie de dire, c'est plus un problème d'actualité maintenant que ce que c'était à l'époque. Parce qu'encore une fois, l'apparition du samplon 98, l'apparition du 95, l'apparition de l'éthanol fait que les essences ont changé par rapport à l'époque où les essences étaient au plomb. Et aujourd'hui, on met de l'essence sans plomb. Le plomb avait, lui, pour but d'alourdir l'essence. Vous serez les bienvenus pour me corriger en commentaire. Je vous laisse le droit de le faire. Je schématise pour que tout le monde comprenne. Le plomb qu'on avait dans les essences d'avant était là pour alourdir, épaissir, si vous voulez, l'essence. Faire en sorte qu'elle soit moins volatile. Aujourd'hui, on a une essence de qualité incroyable pour des moteurs de précision. Et donc, avoir une essence volatile ne pose pas de problème. Parce qu'on a une injection, parce que l'essence arrive sous pression, parce que du coup, on ne lui laisse pas le temps de se volatiliser. Sur les vieux moteurs, sans plomb égale caca. C'est accentué par le fait que le moteur soit à l'arrière, qu'il n'y ait pas beaucoup de ventilation dans le compartiment moteur. Effectivement, peut-être que faire des trous à la disqueuse ici pour faire des petites écopes favoriserait le flux d'air et j'aurais plus le problème. Mon but, c'est de rester proche de l'origine, donc faire des modifications qui améliorent le produit sans le dénaturer, c'est d'abord ce que j'essaye de faire. Donc on va essayer avec le ruban isolant d'abord, et ensuite, on verra. On verra. Je vous ai du coup parlé tout à l'heure de l'essence d'avant, ancienne génération, qui était plombée. Aujourd'hui, on a ceci qui existe, c'est pas un placement de produit, c'est juste ce qu'on appelle un substitut de plomb. C'est-à-dire que ça va rajouter du plomb dans votre essence pour permettre d'utiliser du samplon 98 ou du samplon 95 dans certains moteurs qui avaient besoin d'une essence qui était plombée. Ça fonctionne, effectivement, oui, même si c'est pas la solution miracle. L'autre chose, c'est surtout pour protéger, et là on passe un peu sur le côté technique, protéger les sièges de soupape. Effectivement, l'essence est très volatile, elle est très inflammable, et en fait, elle ne va jamais servir de lubrification. Pas comme le diesel qui, lui, est très gras, par exemple, en comparaison. Le fait de rajouter du plomb va venir déposer une couche de lubrifiant sur les sièges de soupape, et donc aussi va favoriser la durée de vie de votre moteur. Ça va vraiment soigner, entre guillemets, faire du bien à votre moteur. Donc le plomb, le substitut de plomb, pour un ancien moteur, de toute façon, je le recommande tout le temps. Vous allez peut-être pas le voir
tout de suite que ça fait une différence, mais sur les entretiens, les gros entretiens, et surtout si un jour vous avez besoin d'ouvrir votre moteur pour regarder soupape, siège de soupape, etc., vous verrez tout de suite la différence. Donc, un substitut de plomb, ça coûte environ une vingtaine d'euros, ça fait 250 millilitres, et vous mettez 10 millilitres par litre d'essence, donc pour 250 litres d'essence, globalement, vous avez le temps de voir venir. Celle-ci consomme du 6 litres au 100 à peu près, même un peu moins des fois. Donc en vrai, ça va. Une bouteille me fait longtemps, ça soigne la voiture. C'est pas magique, de toute façon. Il n'y a rien de magique contre le Vaporlock, mais ça aide. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que vous êtes tous en vacances pour le mois d'août, parce que de toute façon, les chiffres n'ont fait que baisser sur les vidéos que j'ai postées. Donc cette vidéo ne sera probablement pas regardée. Donc si jamais vous la regardez, et si jamais vous la regardez jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Ça fera grimper un peu la courbe du watch time, et ça servira à mettre la chaîne un petit peu plus en avant. Je vous mets à contribution, c'est la moindre des choses. D'un autre côté, on dit bonjour à la Ondine qui fait son retour sur la chaîne après, je sais pas, peut-être un an d'absence. Et surtout, je vous rappelle les 3 informations importantes. L'abonnement avec la cloche des notifications si vous voulez tout savoir et être informé à chaque fois que je sors une vidéo sur YouTube. J'ai un groupe Facebook que j'ai ouvert, un groupe Facebook professionnel, une page Facebook en lien avec la chaîne YouTube sur lequel j'ai posté plein de photos, plein de chantiers et le groupe est encore en cours de développement, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, poster des choses. Y a pas, au contraire, le but c'est d'être au plus proche de vous, même si on peut pas toujours se rencontrer. Et la 3e information, c'est une page Tipeee que j'ai ouverte de ça il y a quelques mois, sur laquelle vous pouvez directement venir vous abonner pour me soutenir à mesure de quelques euros par mois, si toutefois vous avez envie et la possibilité de le faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas avec un petit pouce en l'air ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit très bientôt pour l'installation de ce truc-là. Donc il va falloir que je démonte tout jusqu'à l'échappement, probablement, histoire de faire de la place. Et on essaiera de voir si ça s'installe, si ça brûle pas aussi, ça serait dommage. Et surtout, essayer de voir si ça fonctionne. Sur ce, je vous laisse, le salut, la jambe tendue, le V à tous. Prenez soin de vous, soyez prudents sur la route des vacances. Et on se revoit très bientôt dans plein de vidéos. Allez, ciao, ciao.